95%, so we go at the maximum. We try to catch everything we can because there's still one car in front of us and we try, but in a safer way. Une BMW est arrêtée sur le circuit, une BMW est arrêtée, elle est à la chicane Michelin. A BMW is stopped at the Michelin chicane. Which car is it? Quelle voiture est-ce? C'est la 81, la 82. L'image était trop loin pour la détecter. Vraisemblablement la numéro 80, ouais, effectivement, qui n'a pas passé... Voilà, numéro 80, vous avez l'image sur les écrans géants, qui n'avait pas passé la boucle de chronométrage après Mulsanne. La BMW numéro 80, Philippe Eng, l'un des meilleurs pilotes BMW en ce moment dans le championnat DTM, et le pilote qui a, regardez bien ici, tiré tout droit à la chicane Michelin, s'est arrêté. Et oui, coupure moteur pour un pilote qui n'est pas reparti depuis. Parce qu'il y a, en tout cas, il n'y a pas de dégagement thermique, même pas, vous savez, une image un peu floutée par la chaleur, les calories qui se dégagent du moteur. En tous les cas, cette BMW est donc arrêtée à la chicane Michelin, Marc. Pendant ce temps-là, pour Porsche, ça marche pas mal, en tout cas pour la numéro 94, puisque c'est le meilleur temps depuis le début de l'épreuve. 3 minutes 50 secondes, 819, 3 50, 819 pour la Porsche numéro 94, avec Mathieu Jaminet qui est là pour mettre le feu. C'est un feu de Jaminet. Kamui Kobayashi au volant de la Toyota numéro 7 à 2 minutes 10 d'avance, alors que des commissaires, voilà, on est à 5 pour pousser la BMW et la mettre au moins à l'abri derrière ce mur caoutchouté, cette pile de pneus. Les derniers passages par les stands et les retours en piste. Tony Sanderson chez I-Class Racing. Le pilote Ben Barker, le Britannique au volant de la Porsche Gulf Racing, également reparti 44e. Et Sally Yuluk également avec l'Aston Martin du team TF Sport numéro 90 en 47e position. Et rappelons que dans ce classement, nous avons, alors que nous avons déjà entamé les 2 dernières heures de course, nous allons bien justement procéder à la lecture complète du classement et commencer même par les voitures que vous ne verrez plus d'ici à la présentation du drapeau damier. Rappelons justement qu'il n'y aura plus d'Aston Martin numéro 97, abordant également sur casse moteur de l'Oreca et Rally Rem Sport Tower Events numéro 43. Chez Dragon Speed également sur sortie de piste avec Pastor Maldonado. L'Oreca numéro 31 s'est auto-éliminé ce matin. Le Jackie Chan DC Racing a également perdu l'Oreca numéro 37
que se partageaient David Edmeyer Hanson, Jordan King et Ricky Taylor. Nous avons également eu l'abandon de la BR Engineering numéro 17 sur sortie de piste au Corvette Corner d'Egor Orudzev, de l'Enso du team Bikeles avec Tom Dillman. Abandon également chez Arc Bratislava de l'Aliger numéro 49. Casse moteur pour la Ferrari numéro 71 AF Corset. Sortie de piste et élimination également sur accident de l'Aston Martin numéro 95. Défaut de moteur et sans doute de circuit de pression hydraulique pour l'Aston Martin numéro 98 qui s'est également arrêté. Sortie de piste qui a eu raison de deux voitures en fait au contact l'une de l'autre, la Corvette numéro 64 et la Porsche Dempsey Proton Racing. Et enfin sortie de garage en fait devrais-je dire, abandon pour la BR Engineering numéro 10 qui était la voiture de Renger van der Zande. Au moment de la ramener au stand, la voiture n'en est jamais repartie encore. Je crois même qu'elle a finalement, cette voiture a été abandonnée par son pilote à ce moment-là dans l'échappatoire d'Indianapolis. On a vu Philippe Eng descendre de la BMW numéro 81, alors que le prochain passage par les stands de la Ford en tête dans le plateau des GTEM pourrait nous amener à observer un changement de capot avant. La tête de la course, Toyota est devant avec le Toyota Gazoo Racing, la voiture numéro 7 pilotée par Kamui Kobayashi et la numéro 8 qui est en fait celle en ce moment pilotée par Fernando Alonso. Il y a 2 minutes 9 secondes, 274 millièmes qu'il est, sépare troisième position pour la BR Engineering numéro 11 du team SMP Racing avec Vitaly Petrov. Rébellion Racing. Oui, allez-y, pardon. Le retour de l'Alpine de la catégorie LMP2, l'équipe cinétique Alpine Martin, bien évidemment. Toujours le Brésilien André Negrao qui reste au volant. Il y a toujours un petit stress, évidemment, lorsque l'on s'arrête dans la voie des stands. On l'a vécu d'ailleurs avec l'équipe G-Drive et l'Aurus tout à l'heure, qui s'est arrêté pour un arrêt tout à fait de routine. Et puis on avait vu la voiture qui, suite à un problème lié au démarreur, n'avait pas pu reprendre la piste. Et donc jusqu'au bout, on va garder cette notion de stress. Qui poursuit sa ronde. Alpine qui avait récupéré la victoire, on s'en souvient, l'an dernier dans la catégorie LMP2, qui espère pouvoir la chercher une nouvelle. Ici, ce serait la troisième en quoi, 4 ans, hein, depuis 2016, si je ne m'abuse. Oh oui. Ça serait quand même absolument fantastique. Oui, ce serait vraiment mérité pour l'Alpine à 470 Gibson de la formation Cinétech Alpine Matmut. Alors en fait, cette voiture a gagné l'année dernière, a gagné également en 2016, donc en route vers une troisième victoire. Et l'arrêt important de la Ford numéro 85, avec en ce moment l'équipe technique qui s'emploie à défaire le capot avant, voilà, qui avait été pansementé. La voiture avait fait apparemment 3 tours et l'arrêt, je pense, c'est dû à une obligation de changement de capot. Et aïe aïe aïe, il faut faire vite, très très vite, car la concurrence, voilà, on a enlevé le capot avant, maintenant on va remettre le tout nouveau. La Thomas. voiture qui reste dans la voie des stands, hein, donc ça va plus vite évidemment que de la pousser dans son stand. Changement de capot, même si c'est un peu moins rapide que sur les prototypes, hein, où on était impressionné encore durant ces 24 heures de voir à quel point ça peut aller très très vite, même si c'est un tout petit peu moins rapide, malgré tout, ça va vite. Thomas. C'est Ford GT, ça repart. Alors regardez bien, l'avantage en fait, c'est que la Porsche numéro 56 qui la suit rentre au stand pour ravitailler. Et ça c'est important parce que quelque part l'arrêt de la Porsche va offrir une bouffée d'oxygène dans cette quête de victoire à la Ford du Keating Motorsport qui repart à l'instant. Donc bien joué finalement, l'arrêt de la Porsche numéro 56 à l'instant. Et il n'y aura pas de changement de leader. Attention, le pilote de la Porsche qui s'arrêtait, Patrick Lindsay, et il m'a semblé reconnaître le grand gabarit de Jörg Bergmeister. L'arrêt de la voiture de tête, l'arrêt de la Toyota numéro 7 à 1h50 maintenant de l'arrivée. L'arrêt de la Toyota numéro 7, José Maria Lopez, vient de prendre place à bord.
André Negrao donc est reparti des stands avec l'Alpine numéro 36. Pierre Rack pour le Duquesne Engineering numéro 30. René Binder pour le team Panis Barthez Compétition. Denis Olsen également pour la Porsche numéro 94. Jacob Schmiechowski pour la Ligier Inter Europol. Mais nous avions commencé à donner le classement complet. Donc le détail top 5 pour la tête de la course, la Toyota numéro 7, la Toyota numéro 8. Kobayashi relayé par José Maria Lopez. Fernando Alonso donc en deuxième position. SMP troisième avec la BR Engineering numéro 11 actuellement pilotée par Vitaly Petrov. Cette voiture a 3 tours d'avance sur les 2 rébellions. La numéro 1 quatrième est en ce moment pilotée par Neil Jani. Et la numéro 3, 5e par Thomas Laurent. L'Alpine numéro 36, c'est donc la voiture leader des LMP2. André Negrao en plein relais. Pour l'instant, un tour d'avance. Un tour d'avance sur le requête du Jackie Chan DC Racing numéro 38. Chez TDS, la 8e place pour la voiture de Mathieu Vaxivière en numéro 28. Un volant qu'il partage avec François Perraudot et avec Loïc Duval. Retour par les stands. Allons-y Thomas. Oui, effectivement, avec Simon Abadi, le team manager de l'équipe Panis Barthez Compétition. Simon, on vient de voir repartir la voiture, pardon, c'est René Binder, le pilote autrichien, qui est au volant. Un petit mot sur votre cours jusqu'à présent, qui a été relativement fluide, on peut le dire comme ça. On n'a pas eu trop de problèmes jusqu'à présent. C'est fluide peut-être de l'extérieur, mais pour nous, ça a été long. Ça a été long parce qu'on n'a pas été performant tout le week-end et ça a été assez compliqué. De faire la course et d'espérer que les autres y tombent pour essayer de faire un résultat. Donc, vivement qu'elle s'arrête. Vous l'expliquez comment ce manque de performance l'an dernier? Vous jouiez le podium avant d'avoir un problème technique, je crois que c'était l'embrayage si je me souviens bien. Cette année, effectivement, on vous a vu un peu moins vite. Pourquoi? Vous avez une idée? On a changé le manufacturier de pneus, on a changé pas mal de choses dans l'équipe. Et voilà, on recommence tout un peu à zéro et la décision a été prise tard, donc on en a payé les conséquences. Vous avez l'air fatigué, Simon. Ouais, beaucoup. C'est plus fatigant quand on ne vise pas un résultat? Ouais, beaucoup plus fatigant. Voilà, merci, ça veut te dire merci. Simon Abadi qui évidemment avec sa sœur Sarah dirige cette équipe Tech 1 qui opère pour l'équipe Panis Barthez Compétition. Tech 1 que l'on connaissait bien, évidemment une équipe qui vient de la monoplace, notamment de la Formule Renault. Il y a un très bon coup de volant d'ailleurs pour Simon Abadi. Moi j'ai souvenir de l'époque où il était en Formule Renault et en F3 également. Voilà, allez pour le tiercé de tête en LMP2, donc Signatech, Jackie Chan, TDS Racing. La première Ligier, c'est vrai, n'est pas celle de Panis Barthez Compétition, mais c'est la United Autosport numéro 22 que se partagent Phil Hanson, Philippe Albuquerque et Paul Di Resta. Paul Di Resta, le 4e, suit derrière avec le Duquesne Engineering. L'Oreca numéro 30, actuellement piloté par Pierre Rague. Ses coéquipiers Nicolas Jamin, Romain Dumas. 11e position pour le team Ilexport avec Memo Roras, le Mexicain. Ilexport numéro 48 avec Paul Lafargue et Paul Louchatin, ses coéquipiers. On retrouve ensuite à la 12e place le russe du team G-Drive, en ce moment piloté par Job van Oeutert. Alors que vous retrouvez ici sur les écrans géants les quelques faits qui ont marqué la nuit, notamment la sortie de l'Aston Martin numéro 95, sans oublier la sortie de piste alors là que l'on retrouvait effectivement ensuite le numéro 97 qui a été également elle aussi accidentée, et les circonstances de sortie de piste de la BR Engineering numéro 17 que l'on a également perdu au cours de la nuit. En fait, je reviens un petit instant, c'est l'Aston Martin numéro 97 dont nous avons vécu justement la sortie de piste il y a quelques instants, réparée, qui poursuit mais vraiment pour le fun, puisque cette voiture est pour l'instant dernière du classement, bien que elle pourrait dépasser la Ferrari numéro 60, puisque la 48e n'est devant elle que pour 12 secondes 196 millièmes. Donc surveillons bien cela. Attendez, pardon, je dis une petite bêtise. L'Aston Martin avec... non, c'est bien cela. Il y a 12 secondes à combler pour Johnny Adams. Sait-on jamais ce qui va se passer? Bruno? Oui.
tant qu'on en est avec l'équipe française qui roule dans la catégorie LMP2, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le clan Idexport avec celui qui avait signé la pole position des 24 heures 2018, Paul Louchatin. À nos côtés, Paul Lou, un petit bilan, enfin un peu tout pour le faire, mais un petit point en tout cas sur votre cours. Vous êtes en lutte là pour essayer de rentrer dans le top 5, c'est un peu l'objectif de cette fin de course. Ouais, ça va être compliqué honnêtement d'aller chercher le top 5. On va essayer, il reste 2 heures de course, il peut se passer plein de choses. Après, il nous manque un petit peu de vitesse, on perd un petit peu de temps aussi au ravitaillement, ce qui fait qu'on n'est pas aussi bien qu'on l'espérait. Je pense que notre place c'était vraiment le top 5, possibilité du podium. Là c'est un petit peu plus dur. Après, l'équipe fait un super travail, mes coéquipiers font du super travail également. Donc l'objectif va être de finir, de continuer à pousser, mais voilà, on est à 2 heures de l'arrivée. Malheureusement, le podium semble quasiment inatteignable. Donc faut finir, faut ramener la voiture et puis continuer à attaquer. On vous sent un peu déçu quand même d'une certaine manière parce que quelque part en arrivant au Mans, il y avait cet espoir du podium, hein, notamment après la pole l'an dernier avec la performance affichée l'an dernier. Oui, bien évidemment, on est sur 2 deuxièmes positions en ELMS sur les 2 dernières courses. On a vraiment une voiture qui marche très très bien. Là, il y a quelque chose qu'on a un petit peu de mal à comprendre. On était rapide en essai libre dans le 2e secteur. Et depuis le début de la course, il nous manque de la vitesse en top speed. On ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, une performance qui est bonne de la voiture, mais un tout petit peu en deçà par rapport à ce qu'on espérait. Mais voilà, ça n'empêche qu'on prend beaucoup de plaisir derrière la voiture. La voiture marche très bien. L'équipe a fait un super travail autour de la voiture. Donc à nous maintenant d'assurer sur les 2 dernières heures. Alors, dernière question, Paul Lou. On sait que vous avez comme directeur sportif un certain Nicolas Minassian qui est là, d'ailleurs derrière, hein, l'ex-pilote Peugeot. Qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir quelqu'un qui a son expérience en tant que directeur sportif ? Ça apporte toujours énormément. C'est un grand pilote professionnel. Ça fait partie des pilotes qui ont marqué l'histoire des 24 heures du Mans. Donc avoir Nico Minassian avec nous dans l'équipe, c'est quelque chose de très bien. Je pense que IDEC est vraiment une équipe qui se construit sur de bonnes bases avec des grosses fondations. Et vraiment, notre objectif, c'est de continuer à s'améliorer. On part de loin. Et depuis l'an dernier, on fait vraiment partie des équipes de premier plan. Donc on est heureux, on espère toujours mieux, mais on sera encore meilleur l'an prochain. Et si vous faites partie des équipes de premier plan, désormais, c'est aussi grâce à cet homme-là, évidemment, Nicolas Minassian, le directeur sportif. Nicolas, on peut dire que la reconversion, cette fois, elle est bel et bien là, hein, après vos années au plus haut niveau. Ça vous plaît, ce rôle de directeur sportif? On a Paul Lou qui vient de vous faire quelques louanges en disant que c'est vraiment utile d'avoir Nico, d'avoir son expérience. Merci Paul Lou. C'est assez facile quand on a des pilotes comme lui aussi, quoi. C'est un pro, donc en fait, il sait ce qu'il fait, mais bon, si j'essaie de rajouter le plus possible, de donner le plus d'expérience possible. C'est vrai que je l'ai quand même assez fait souvent, donc ça aide. Mais bon, c'est un groupe, on a un joli groupe. Il a des super coéquipiers, ils s'entendent très bien ensemble. On a un team qui fonctionne et qui tourne bien. Et il y a de la confiance. Et je dirais que Paul Lou, il connaît l'endurance maintenant. Il commence à prendre de la bouteille. Et il sait comment partager, comment aider ses coéquipiers. Et puis c'est beau à voir. Donc oui, ma reconversion, je l'aime parce que c'est ma passion. Donc ça se passe facilement. En tant que directeur sportif, j'imagine, quand on chapeaute tout le monde comme ça, qu'on dirige des hommes, on doit avoir un point de vue très différent de celui qu'on avait en tant que pilote, le rôle du pilote qui est peut-être plus égoïste. Quand on est pilote, c'est un peu plus facile en fait, quoi. Non, c'est pas que c'est plus facile parce que le pilote, il y a un peu plus de pression quand même. Là, dans le team, la pression, on la partage tous ensemble. Et puis quand on est tout seul dans la voiture, il faut aller le plus vite possible sans la casser. Et c'est pas évident. Donc, vous avez dormi plus ou moins que quand vous étiez pilote? Voilà, j'ai pas dormi depuis hier matin. Donc c'est moins. Voilà, moins, ouais. Voilà, faut pas diriger les hommes, c'est pas le bon point. Mais ils ont besoin de plus dormir que nous. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Minassian, merci Paul Louchatin et cette équipe Idexport qui est donc 6e actuellement de la catégorie LMP2. Merci à Paul Louchatin, Nicolas Minassian. Fernando Alonso termine son relais. Et comme nous sommes à 1h40 de l'arrivée, il est clair que nous disons à l'instant à bientôt à Fernando Alonso qui ne sera pas là en 2020. Qui va avoir peut-être d'autres orientations prioritaires, je pense en particulier à Indianapolis, au Dakar également avec Toyota, mais qui nous l'a bien dit
à l'occasion du pesage, qui a confirmé ce qu'il avait aussi déclaré à la presse quelques semaines, quelques mois plus tôt. Il ne dit pas adieu au Mans, mais lui dit à bientôt. Donc c'était là, considérons-le, le dernier relais de ces 24 heures du Mans 2019 de Fernando Alonso. À quand le prochain relais? De l'autre côté, il faudra rester fidèle à cette épreuve pour avoir réponse à la question, mais bientôt, on est très confiant. Dans ce classement, c'est Kazuki Nakajima qui a repris le volant de la Toyota numéro 8. À un peu plus de 2 minutes de la voiture sœur. Dans les LMP2, toujours Alpine en tête, numéro 36 avec la 6e place. Gabriel Aubry pilote l'Oreca Jackie Chan DC Racing, 2e. Et l'Oreca TDS Mathieu Vaxivière en 3e position. Suivent les Ligier numéro 22 United Autosport. L'Oreca numéro 30 du Ken Engineering est en 10e position. La 11e place pour Ilexport avec Memo Horace. La 12e position pour l'écurie G-Drive avec Jovan Eutert. La 13e position Panis Barthez Compétition avec la Ligier. 14e place pour Graf et Sartre Objectif 24 avec Vincent Capillaire, justement le pilote bénéficiaire de l'opération SO 24 qui est donc en 14e position. 15e place pour Algarve pour Racing avec Andrea Pizzitola actuellement au volant d'une Oreca qui est donc 15e. 16e les Danois du High Class Racing numéro 20. 17e position pour l'Arbre Compétition et la Ligier numéro 50 actuellement piloté par Erwin Creed. 18e le Settila Racing Villeurbanne corsé avec la Dallara numéro 47. Et 19e position dans ce groupe de voitures LMP2 pour la Ligier United Autosport numéro 32. La voiture de tête dans les GTE Pro et la Ferrari numéro 51 pilotée par Daniel Serra. Daniel Serra au dernier pointage devance Patrick Pilet de 1 minute 37 secondes avec la Porsche numéro 93. Frédéric Makowiecki suit Patrick Pilet, écart 26 secondes 2. Derrière la Ferrari SC, 2 Porsche arrivent les 4 Ford. La numéro 68 est actuellement pilotée par Joey Hand à 1 minute 19 de la Porsche de Frédéric Makowiecki. Joey Hand a 41 secondes d'avance sur Harry Ticknell. Pilote au volant en ce moment de la Ford numéro 67. 1 minute 10 après arrive la Ford numéro 69. Richard Westbrook est 26e position pour Olivier Pla qui lui-même a 2 minutes 07 de la Ford numéro 69. Quid de la Corvette, voiture qui aujourd'hui, en tout cas ce matin, jouait les premiers rôles en tête de la course et qui là, il faut bien l'avouer, avec cette dérobade de la voiture dans les virages de la nouvelle portion après les virages du pont dans la zone en descente. La dérive du train arrière, ce survirage a été sans doute l'écart de trop au niveau de la quête de victoire pour la voiture de Mike Rockenfeller, de Jan Magnussen, la numéro 63, et de Antonio Garcia qui pour l'instant donc se retrouve au classement précisément en 27e position. La 28e place pour la Dallara du Racing Team Nederland avec Guido van der Garde qui va bien, qui tourne en 3 minutes 34. D'excellents chronos pour cette voiture. Derrière arrive la Porsche numéro 94 de Sven Müller, Mathieu Jaminet et Denis Solson. C'est Denis Solson qui est au volant. 30e position pour la BMW numéro 82, actuellement pilotée par Jesse Krohn, une voiture qu'il partage avec Antonio Félix d'Acosta et Augusto Farfus. Rappelons que la BMW numéro 80 s'est arrêtée sur le circuit, que l'on peut être malheureusement pessimiste quant à son maintien sur les feuilles de classement. 31e position, la Ligier Inter-Europol compétition numéro 34. C'est en ce moment le Polonais Jakub Śmieszowski qui est au volant. James Winslow et Nigel Moore sont ses coéquipiers. 32e, elle est en ce moment en zone ravitaillement. C'est la Porsche numéro 92. Elle est pilotée par Michael Christensen, également par Kevin Estre et par Lorenz Vanthoor. Une Porsche qui est donc en 11e position des GTE Pro et qui devance la voiture de tête dans le classement des GTE AM, mais qui a conservé cette position de numéro 1 malgré le changement de capot. Oui, allez-y Thomas. Oui, avec Fernando Alonso à nos côtés. Fernando, you just came out of the car. Maybe was it your last stint in Le Mans?
No, I don't think so. I think I will be back in Le Mans for sure in the future, maybe with the hypercar or whatever. So, yeah, not the last lap in Le Mans, but the last lap with the TS 050 with the Toyota. So, yeah, I try to enjoy every second of the laps in the last stint, and now it's 1 hour and a half to go. We still 1 and 2, so finger crossed. Nothing changed until the end, and yeah, we bring both cars home. One year is not the other. We remember last year the number 8 was always faster than the number 7, and this year we have the feeling it's just the reverse. They are just a little bit faster than you. Oh, can you explain that? Yeah, we didn't have the pace. As I said after the first stint from the morning, we knew that we didn't have the pace today. So, you know, they deserve the victory. They are quicker than everyone else on track. So, you know, we experienced that last year. And now, you know, if Car 7 experienced this year, I'm happy for them. You know, they are an amazing drivers, an amazing crew, all the mechanics of Car 7 as well, and the whole team deserve it. So hopefully, as I said, they finish like that. Even with the second place, you can be world champion. Do you know that there is only one driver who could be world champion in 2 different disciplines? You will be the second one. Yeah, as I said previous to the race, you know, our main goal was to fight for the championship. That's why I came to the full super season, not only one race in Le Mans like in the past. Some drivers, they were swapping categories, but only for one race. I had a very intense 2018 when I combined Formula 1 and WEC season, so that was only for one reason, to become world champions. So we are 1 hour and a half away, so hopefully we can enjoy in 1 hour and a half some nice moments. Anyway, getting on the podium would be good. Le Mans has been good with you. So far, yes, but the race is long, it's still very long. Thank you very much. Thank you. Gracias. Voilà, merci à Fernando Alonso. Bon, on va essayer de résumer en quelques mots. J'espère que vous avez pris note parce qu'on n'a pas tout. Bon, on va essayer de se dire. Oui, c'était le dernier relais, voilà, avec la TS 050. C'est ce que nous dit Fernando Alonso. C'était probablement, enfin peut-être pas mon dernier relais au Mans. En tout cas, je reviendrai peut-être à l'avenir, pourquoi pas, avec les hypercars. J'ai essayé de profiter de chaque instant, en tout cas de cette édition 2019. Alors, on lui disait, tiens, l'an dernier, vous aviez la numéro 8 qui était constamment plus rapide que la numéro 7. Cette année, on a un peu l'impression que c'est l'inverse. Il dit oui, tout à fait. S'ils gagnent, ils méritent largement leur victoire. Personne ne pouvait tenir leur rythme cette saison et on n'a rien à redire, tout simplement. Ils étaient plus rapides que nous. On l'a compris, notamment lors du relais ce matin où on a poussé au maximum et on ne parvenait pas à combler l'écart. Et puis, il nous disait aussi, Fernando Alonso, effectivement, que l'objectif avant cette course, c'était aussi d'être champion du monde et il pourrait l'être. Alors, il y a un seul autre pilote, Bruno, qui a déjà été champion du monde dans 2 championnats FIA, mais dans 2 disciplines différentes. J'imagine que vous le connaissez, il est norvégien, il était champion du monde des rallyes en 2003 et puis champion du monde de rallycross par la suite, c'est Peter Solberg, bien évidemment. Fernando Alonso pourrait réussir cet exploit également, double champion du monde de Formule 1 et peut-être, parce qu'on n'en est pas encore tout à fait sûr, peut-être champion du monde d'endurance dans 91 minutes, c'est ça? Oui. C'est le temps qu'il reste, très détendu en tout cas, Fernando Alonso, et on a compris qu'il a aimé Le Mans et il aimera probablement toujours un peu Le Mans. Cette course a plutôt été bonne d'ailleurs avec lui lors des 2 dernières années. Et c'est vrai que ce sera une grande satisfaction en tout cas d'avoir justement un Fernando Alonso sur le podium. On va être optimiste, hein, on va pas chasser, on va laisser les superstitions de côté, mais de l'avoir sur le podium dans 1h31. Et il y a défaut d'avoir la victoire, d'être au moins accueilli en champion du monde. Ce sera un moment que l'on peut qualifier d'historique pour Fernando Alonso. L'arrêt de la rébellion numéro 3 piloté par Thomas Laurent. Alors que l'on signale que la Dallara du Racing Team Nederland est au ralenti. Ah là là là, crevaison, roue arrière gauche. Une crevaison pour la Dallara. Guido van der Garde au ralenti dans les lunetières. So we see number 29, which is the Racing Team Netherlands Dallara Gibson, that was involved in an accident earlier on, and they have put the car back together again. But unfortunately, it looks like they have suffered a puncture, and Guido van der Garde is limping along les Unodières. Alors l'accident là que vous avez revu à l'image, attention, hein, ça c'est de la rediffusion. Ce n'est pas quelque chose qui vient de se produire à l'instant.
Voilà, vous aviez l'état dans lequel la voiture était après justement la sortie de piste de ce matin. Vous voyez justement comment Nick De Vries a ensuite réussi, après avoir cependant encaissé évidemment une décélération très très violente, à ramener ainsi la voiture au stand. Reparti depuis à peu près 1h30 et là, alors que la voiture occupe pour l'instant toujours la 28e position, Guido van der Garde, victime nouvelle crevaison avec des conséquences moindres heureusement. La voiture, crevaison du pneu arrière gauche. Il faut encore faire à mon avis peut-être quelque chose comme 8 km avant de regagner le stand pour ce changement de roue. Gabriel Aubry avait ramené l'Oreca Jackie Chan d'ici Racing au stand. Va-t-elle repartir cette voiture avec Gabriel Aubry? Va-t-il y avoir changement de pilote? Nous allons également le vérifier. Et l'arrêt de la Porsche numéro 93, piloté par Patrick Pilet. Une première Porsche dans le classement. Derrière la Ferrari F Corse et l'arrêt de la Porsche numéro 91, plutôt de la numéro 93. Patrick Pilet permet à la numéro 91, Frédéric Makowiecki, de passer en tête du classement propre aux 4 Porsche dans la catégorie GTE Pro. Porsche fait mieux que l'année dernière d'ailleurs, puisque les 4 voitures au départ sont bien parties pour être à l'arrivée. Ce n'avait pas été le cas l'année dernière. Là, à l'image, c'est Gabriel Aubry qui a peut-être terminé d'ailleurs ses relais à ces 24 heures du Mans 2019 au Pintung. La relayée, il a le sourire, Gabriel. Voilà, Sami Gnett également, une tape sur l'épaule très amicale pour justement saluer son excellent parcours dans ces 24 heures du Mans. C'est un grand talent, Gabriel Aubry, sincèrement à surveiller le personnage. Gustavo Menezes est au volant de la Rébellion numéro 3. Willoven avec la Ligier United Autosport numéro 32. 19e. Et Earl Bamber est au volant désormais de la Porsche numéro 93. Le rappel également pour les supporters de l'équipage 100% féminin que la Ferrari du Kessel Racing numéro 83 est 43e. C'est la Suissesse Ralf Frey qui en ce moment pilote cette voiture. La Ferrari numéro 83 également pilotée par Manuela Gössner et par Michael Frating, et elle se comporte bien, c'est le moins que l'on puisse dire, en étant pointé 43e. Oui, Thomas. Le calvaire continue pour BMW. On vient de pousser la 82. C'est au bout de la pit lane. Là, Douglas Antonio Félix Acosta et Jesse Krohn. Voiture qui vient d'être poussée dans son box. Aïe aïe. Et on n'a plus de nouvelles en fait. Ou alors si, les dernières nouvelles que l'on a eues, c'est une voiture qui est arrêtée dans le sifflet d'évacuation de voiture à la hauteur de la chicane Michelin, côté droit de la piste. Coupure moteur, et j'ai le sentiment que la BMW attendra la dépanneuse, mais après présentation du drapeau à damier. Et donc la voiture sœur, vous le commentiez à l'instant, Thomas, rentrée dans le stand. Aïe aïe, fin de course difficile pour le team BMW Team M-Tech. Daniel Serra rentre au stand avec la Ferrari numéro 51. On va peut-être pouvoir observer avec vous, Thomas Bastin, l'arrêt, et Alessandro Pierguidi qui est déjà reparti d'ailleurs avec la Ferrari. Un arrêt extrêmement court, 1 minute 05. Alessandro Pierguidi est reparti. Et Frédéric Makowiecki, alors que l'on retrouve la Dallara dans l'enchaînement, le virage du pont, la grande courbe à gauche en descente, là où on peut retrouver les traces de sortie de piste de pas mal de voitures, dont le fait de course le plus récent vécu ici, la sortie de piste de Jan Magnussen. Voilà, au volant de la numéro 29. Le Van der Garde prend ici un raccourci, mais mieux vaut le faire avec une voiture au ralenti plutôt que de rester sur la piste. Et finalement,
de faire un peu obstacle ou de faire chicane mobile. On va guetter le passage devant les cellules de chronométrage à la fois d'Alessandro Pierguidi, de Frédéric Makowiecki. 43 secondes entre les voitures, le duo de tête, le classement des GTE Pro. Et pour les GTE AM, 51 secondes. C'est aussi extrêmement serré. Le Keating Motorsport avec la Ford et Jörg Bergmeister qui est extrêmement rapide avec la Porsche Team Project One. 51 secondes si vous regardez les chronos. Le dernier tour, Ben Keating a concédé 2 secondes à Jörg Bergmeister. 2 secondes. Alors effectivement, il est 13h36 minutes, il reste 1h23 minutes de course. Il a fait chaud pendant ces 24 heures du Mans, 12 abandons au total. On serait, Bruno et Marc, dans des statistiques à peu près semblables aux années passées, si on regarde bien. Et si ça ne change pas dans les 4 catégories, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 marques différentes pour l'instant sur les premières marches provisoires du podium. Toyota, bien sûr, en LMP1, Alpine en LMP2, Ferrari en GT Pro et Ford en GT AM. Et c'est 4 pays différents aussi pour l'instant si ça devait rester figé. Le Japon, la France, l'Italie et les USA. Et Marc le notait, 3 continents aussi représentés. Ça c'est très intéressant. Et c'est la première fois qu'une Ford privée est devant les Fords officielles, ce qui peut donner envie à Ford privé, Bruno, vous m'arrêtez si je me trompe, mais donner envie à Ford officiel justement d'engager des Ford privés davantage dans cette épreuve. Alpine, ce serait une 3e victoire au Mans en 4 ans. On leur souhaite bien évidemment, mais ça n'est pas terminé. On est en plein milieu d'un Grand Prix. Il reste 1h22 minutes de course avant la présentation du drapeau à damier. So with just under 1.5 hours to go to the checkered flag, a quick rundown of the leaders in each category. So in LMP1, no changes. The 2 Toyotas still hold sway with number 7 leading number 8. And in number 7 at the moment, we have Jose Maria Lopez. In number 8, Kazuki Nakajima. Then in 3rd place, car number 11, the SMP Racing BR1, Stoffel van Dorn at the wheel. In the LMP2 category is still the Signatec Alpine Matmut Alpine of André Negrão that is in 1st place, followed by number 38, Jackie Chan DC Racing Oreca, driven by Ho Ping Tung. And in 3rd place, we have another Oreca, car number 28, TDS Racing. In LMGTE Pro, the battle continues, even if it's not quite as close as it was a couple of hours ago. But in 1st place is car number 51, which is, of course, the AF Corsi Ferrari of Alexandre Pierre Guidi, James Calado and Daniel Serra, and it's Pierre Guidi who's at the wheel at the moment. And he is followed fairly closely by 2 Porsches, number 91 leading number 93. Number 91 is the Porsche GT team, Richard Lights, Gian Maria Bruni and Frederic Makiewicz. And in 93 we have Patrick Pilet, Eyal Bamba and Nicholas Tandy, who shared the winning car in 2015. And in LMGTE AM, car number 85 is still in 1st place. Keating Motorsports Ford GT of Ben Keating, Johan Bleekemolen and Felipe Fraga. In 2nd place in this category, car number 56, Team Project One Porsche of Jorg Burgermeister, Patrick Lindsay and Egidio Perfiti. And in 3rd place in this category, car number 84, the JMW Motorsport Ferrari of Jeffrey Siegel, Rodrigo Baptista and Wei Lu.
At the moment, we've had 12 retirements, and if you look at the different classifications, there are 4 different makes in the lead in the 4 classes: Toyota P1, Alpine P2, Ferrari GTE Pro, and Ford in GTE AM. And we have, 1 hour and 20 minutes to go to the checkered flag. Et le grand Jörg Bergmaster est en train de coller une pression terrible à Ben Keating. Les chronos, la Porsche Project One, dont le projet numéro 1 est justement de terminer l'équipe lauréate dans le palmarès du FIA WEC en GTE AM. Il est Jörg Bergmaster en train de rattraper Ben Keating. L'écart affiché 46 secondes 196. Nous sommes à 1h19 minutes 30 secondes de l'arrivée et en moyenne, il reprend 3 à 4 secondes autour, Jörg Bergmaster. Il est frais, comme un gardon si vous le voulez. En tout cas, il est hyper motivé. La voiture, peu importe si elle a déjà 22h40 de fonctionnement au régime dans les cylindres, il est en train de pousser la Porsche Project One au maximum de son potentiel. Attention. Attention à la fin de course pour le Keating Motorsport. Le changement de capot tout à l'heure lui a coûté naturellement un petit peu de temps. Jörg Bergmaster met une pression terrible à Ben Keating. Rien n'est joué en GTE AM. So it looks like we're in for a grandstand finish, or a cliffhanger if you like, in GTE AM, because Jörg Bergmeister is really going pedal to the metal to close the gap between himself and the Ford in the hands of Ben Keating. And at the moment he is 46 seconds behind, but he seems to be pulling back 2 or 3 seconds a lap. So will he make it between now and the checkered flag? Who knows, but whatever, it's going to be a very tight finish in LMGTE AM. Il est 13h42, quelques messages. Il est 13h45 à la pendule officielle des 24 heures du Mans. 1h15 nous sépare du drapeau damier. André Negrao est-il resté au volant de l'Alpine numéro 36, dont Pierre Terrier
l'a relayé. Dites donc, Marc Arnoldi, vous qui êtes résident brésilien, quand on regarde, alors hors classement général, place de leader, encore que, parce qu'il y a un Sud-Américain, mais dis donc, les pilotes sud-américains en général, et dont 3 Brésiliens, sont en train quand même là, de réaliser une performance que l'on pourrait même qualifier, si les choses en restaient là, d'historique dans la grande histoire des 24 heures du Mans. C'est vrai que vous avez Pechito Lopez, l'Argentin, qui est avec la numéro 7. Alors ça ne serait pas le premier Argentin à gagner puisque José Froilán González était Argentin lui aussi. Mais vous avez regardé dans la catégorie LMP2, donc André Negrão qui serait en passe de faire le doublé. Il était déjà l'année dernière avec l'Alpine. Vous auriez en catégorie pro Daniel Serra qui vient pour la 3e fois. L'année dernière ça n'avait pas marché, mais la première il avait gagné avec Aston Martin. Et là il ferait le doublé avec Ferrari. Et puis Felipe Ifrag qui vient pour la première fois et qui épaule Ben Keating et Jeroen Bleekemolen avec la Ford numéro 85. Allez, à suivre, ça va donner encore plus d'aura aux 24 heures au Brésil, donner envie peut-être à d'autres pilotes de venir. Et puis surtout, ça va permettre d'avoir encore plus de public le 1er février. Retour de l'épreuve WEC à São Paulo Interlagos. Les Brésiliens aiment beaucoup la Formule 1, mais il n'y a plus de pilotes brésiliens en Formule 1. Donc une bonne occasion de faire venir du monde à Interlagos dans la saison qui va commencer déjà avec le prologue bientôt en Espagne. Et puis qui commencera maintenant, on ira au Brésil le 1er février. Pierre Thierry en tout cas au volant de l'Alpine numéro 36. Nicolas Jamin est avec le Raca numéro 30 du team Duquesne Engineering. Les derniers passages par les stands. Et Olivier Pala, de nouveau volant de la numéro 66. Antonio Garcia est avec la numéro 63. La Corvette. Alors au dernier pointage, ces 2 voitures étaient séparées d'un tout petit rien. Antonio Garcia était à 2 secondes 8. Et bien sûr... alors et bien sûr il y a Thomas l'écart entre le Keating Motorsports et bien sûr le team Project One. 38 secondes l'écart, la Porsche revient sur la Ford. Thomas Bastin depuis les stands. Oui, effectivement, Bruno Vandestick avec un autre Thomas Laurent à nos côtés. Thomas qui jusqu'ici avait 100% de réussite au Mans. Victoire à Road to Le Mans en podium, victoire à l'MP2 et podium au général il y a 2 ans. Podium l'an dernier, cette fois-ci, il n'y aura probablement pas de podium. Thomas, c'était une course difficile pour cette rébellion numéro 3 et pour rébellion de manière générale. Oui, ça accumule quand même les problèmes depuis le début de la course. Certes, il y a eu quelques sorties de piste, mais les problèmes techniques ne nous aident pas forcément. Et c'est un petit peu frustrant de rouler en étant dernier de la catégorie LMP1, en étant à 5 tours de la voiture sœur. Mais bon, c'est comme ça, il faut continuer à se battre, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le Mans reste Le Mans, donc on va se battre jusqu'à la fin et voir ce qui se passe. Alors, dans un peu plus d'1 heure, vous allez tourner une page dans votre carrière, parce qu'après, il y aura une nouvelle saison WEC qui va commencer avec 2 nouveaux défis. D'un côté, pilote de réserve et pilote de développement pour le Toyota Gazoo Racing, et avec les annonces d'Hypercar, forcément ça doit être excitant. Et puis vous allez rejoindre la catégorie LMP2. Aussi, vous avez brillé il y a 2 ans en rejoignant l'équipe Signatec Alpine. Ça fait 2 projets particulièrement motivants, ça. Oui, c'est vrai, c'est 2 grosses équipes. Je suis vraiment roulé avec Alpine pour l'an prochain. Et puis développer la voiture pour le Mans, ça va être top aussi. Donc c'est vraiment des beaux projets. Alpine est pour le moment tête de la catégorie LMP2, vous allez quand même aller les voir s'ils gagnent, non? Oui, j'irai me réconforter avec eux. Merci Thomas, et puis rendez-vous l'an prochain, évidemment, que ce soit probablement au volant de l'Alpine, même si ça pourrait aussi être au volant d'une Toyota ou Fernando Alonso, vous l'avez entendu tout à l'heure, arrête pour l'instant, en tout cas sa carrière, elle sera remplacée par Brendan Hartley. Oui, Brendan Hartley qui était là d'ailleurs. Une nouvelle qui va affecter les supporters du Keating Motorsport. Je vous laisse nous la lire en français et en anglais, David Wallron. Yeah, well, unfortunately, we see that car number 85 has been given a stop-and-go penalty for spinning the wheel. Surely that should be the wheels at the end of the pit stop.
So unfortunately, this is going to change the order probably, or will have a big effect upon the order in LMGTE AM. So we'll see what that gives when number 85 has actually taken and carried out the penalty. En français, ça donne quoi alors? La version française de ce message, qu'est-ce que l'on entend par spinning the wheel? Ça voudrait dire pour faire patiner les roues. Oui, faire patiner les roues. À la fin, alors on va revoir justement la voiture, le replay. Ah ouais, bon, effectivement, elle a laissé quelques traces. Cette Ford numéro 85. Et en raison de cela, eh bien oui, il va y avoir un stop and go, donc un arrêt et un redémarrage. Et quand on est en mesure de pénalité de ce genre, il y a absolument interdiction de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que Ben Keating devra repartir pour terminer normalement son relais, être remplacé par qui nous le verrons bien. Évidemment, la Porsche Project One va en profiter, l'écart repassé largement sous les 40 secondes, 36 secondes, 998 millièmes. José María Lopez est au volant de la Toyota numéro 7. Après le dernier arrêt ravitaillement, attention à l'Oreca Gibson qui est arrêté en ce moment. Mathieu Vaxivière. Et attention au temps d'immobilisation pour cette voiture, voilà, qui repart. Attention, puisque chez United Autosport, on est prêt à profiter de la moindre opportunité au regard notamment de l'Oreca TDS Racing qui la devance en étant en 3e position, donc ça veut dire podium possible. Au dernier pointage, il n'y avait que 3 minutes 48 d'écart. On retrouve également en ce moment un duel très sympa entre Olivier Pla avec la Ford et Antonio Garcia avec la Corvette. Alors, la Corvette, si elle devait dépasser la Ford, ne reviendrait pas dans le tiercé de tête de la catégorie GTE Pro qu'elle a beaucoup animé. Mais ça n'empêche, ça leur donnerait également du beau moqueur à l'équipe et ça permettrait également à la Chevrolet de venir un petit peu jouer les troubles faits dans cette escadrille des Ford avec les voitures du Chip Ganassi Team USA ou bien UK. La 68 pilotée par Joey Hand et rappelons-le 23e. La 67 avec Harry Ticknell la suit à 1 minute 40. Harry Ticknell sur la numéro 47 en ce moment, sur la numéro 67 pardon, à précisément 1 minute 15 avant sur Scott Dixon qui pilote le numéro 69 et lequel a 2 minutes 24 sur Olivier Pla qui en ce moment voit du jaune dans ses rétros avec les phares et la couleur dominante du capot de la Corvette qui donc le suit. Baroud d'honneur pour Andrea Pizzetola avec l'Oreca numéro 25 du Algarve Pro Racing. 3 minutes 29 secondes 0,72. Jamais ils n'ont été aussi rapides. Pourquoi Baroud d'honneur? Parce que celui qui est juste devant lui, puisqu'il est 10e en LMP2, il est à 5 tours. Donc de toute façon, à la régulière, en 1 heure et 7 minutes, même s'il roulait comme un fou, en tout cas avec des temps très inférieurs au tour, il n'y aurait pas la possibilité mathématique de récupérer. Mais ma foi, on veut montrer qu'on est là et que la voiture va bien, merci. En même temps, les mécanos se contentent de voir ça, de dire on a fait un bon boulot durant toute la nuit et durant toute la matinée. Et du côté du Keating Motorsport, en attendant que Ben Keating et la Ford GT. On avait vu au moment où il est reparti tout à l'heure Ben Keating, on vous avait commenté d'ailleurs. La voilà. Elle rentre au stand. Et on avait effectivement vu un très léger patinage. On ne peut pas vraiment parler d'un burn. Mais la règle, c'est qu'on ne peut normalement pas laisser de traces au sol. Et directement. Attention, stop. Ouais. And go, elle repart. Ça repart. Alors on va regarder justement, Thomas, est-ce que la Porsche forcément va revenir? Une rébellion au stand avec l'arrêt de la numéro 1. Et la Porsche, où en est-elle? Elle arrive là, tout de suite. Allez, top départ pour ce duel. Maintenant, le bras de fer à 1 heure 5 minutes de l'arrivée. Et Andrea Pizzetola, Marc Arnoldi réalise une belle performance pour les couleurs du team Algarve. Ah oui, 3,29, 0,72 Andrea Pizzetola. Bon, avec 5 tours de retard sur le précédent, c'est plus pour montrer que tout se passe bien avec la voiture.
mais c'est aussi pour montrer que lui aussi, tout va bien, ma foi. Bah, c'est la course et c'est bien de montrer que la voiture va bien. Et voilà, ce démarrage un petit peu trop nerveux tout à l'heure de Ben Keating qui malheureusement lui a obligé, pénalité infligée, ce stop and go, il est reparti meilleur que Berrymaster, maintenant est à 5 secondes et 6 dixièmes, ne pas craquer. Il y aura forcément des ravitaillements. Ah, Olivier Pla a dû laisser passer la Corvette. La Corvette avec Antonio Garcia, 26e, 7e des GTE Pro. So in fact we have just seen Ben Keating serve the penalty and he emerged from the pits about just over 5 seconds in front of Jorge Burgermeister in the Porsche. But both cars will stop once more before the end of the race, so it'll be interesting to see what happens when, if there are driver changes and if Ben Keating can hold off Burgmeister. 2 minutes 24 l'écart entre les Toyota numéro 7 et 8 en tête de la course. José Maria Lopez pilote la numéro 7 et Katsuki Nakajima la numéro 8 et José Maria Lopez s'arrête à 1h04 de la présentation du drapeau damier et repart. Ça devrait donc être l'avant-dernier pit stop pour la Toyota numéro 7. Alors, on essaie de se renseigner, mais là, Bruno, vous allez peut-être pouvoir mener l'enquête avec InfoCourse pour connaître le temps de roulage, le temps passé derrière le volant par Ben Keating. Ça pourrait être important, en effet, puisqu'il faut savoir que dans toutes les catégories, il faut qu'un pilote ait roulé au minimum 6 heures. Et c'est le cas notamment du pilote amateur. Donc, dans la catégorie GTAM, on sait que Ben Keating, forcément, est un peu moins rapide que ses équipiers, Jeroen Blekemolen et Felipe Fraga. La question étant de savoir évidemment si Ben Keating devra aller au bout de la course ou si dans le clan du Keating Motorsport on pourra changer de pilote pour le dernier relais. Voilà une petite enquête pour nos amis d'InfoCourse. Et en même temps une autre enquête pour la Toyota numéro 7, ça a été un splash and dash. On a ouvert la portière, mis quelque chose dedans. José Maria Lopez, quelques litres de carburant, il est reparti. Alors qu'on va revenir sur l'intervalle entre deux passages par les stands. Ouais, 2 tours pour la Toyota numéro 7. Tiens donc. Alors que la Corvette numéro 63 nous offre un véritable festival en ce moment. Là, on revoit justement, c'est un replay, le dépassement sur la Ford d'Olivier Pla. Ah, ça n'a pas dû être facile pour lui d'accepter que la Corvette aille plus vite avant d'arriver au freinage de la chicane Forza Motorsport. Et le voilà désormais en 27e position alors qu'il sera 14h dans 2 minutes 15. Et vous parliez de l'ouverture de la portière, Bruno, qui est une opération assez régulière en fait sur ces prototypes, puisque la gourde du pilote pour se désaltérer se trouve du côté droit. Et donc effectivement, pendant qu'on change de pilote du côté gauche, le plus souvent il y a un mécano qui vient. Attention Thomas, on va bien être prudent avant de se prononcer, mais il se passe quelque chose. On a juste à voir la numéro 7 au ralenti, la voiture de tête au ralenti. La Toyota numéro 7 est annoncée au ralenti. Nous avons l'image écran géant, la Toyota numéro 7 au ralenti. So we see the number 7 Toyota, the leader, which is crawling along. Well, no, it's beginning. Non, la Toyota numéro 7 est lente. Elle est lente, la Toyota numéro 7. The car is slow, you're right Bruno, the car is slow. La Toyota numéro 7 est au ralenti, incroyable. À 1h, 1 minute 30 secondes de l'arrivée. Que se passe-t-il? Et apparemment, regardez l'écran en bas à droite. Il serait apparemment bloqué sur le 3e rapport, José Maria Lopez. Incroyable, et oui, le zoom écran. Oh, c'est même marqué puncture, regardez bien sur ce même écran. Crevaison apparemment. It looks like a puncture. It looks like number 7 has suffered a puncture. Alors, la voiture vient de passer à l'instant le virage de Mulsanne. Effectivement, ça sent la crevaison. Quel pneu serait-ce? Peut-être l'arrière droit par rapport à une voiture qui part effectivement légèrement affaissée. Pneu arrière droit possible. It looks like the rear tire on the right. The right-hand rear tire is punctured, it looks like.
Wir haben Verdacht auf Reifenschaden hinten rechts auf dem Toyota mit der Startnummer 7. José María López fährt im dritten Gang ca. 170 km/h und fährt zurück in die Box in der Hoffnung, dass keine Schäden am Auto entstehen. Et là, vous allez vous dire, la Toyota de numéro 8 peut-elle passer en tête? Et la réponse est oui, largement. Largement. Kazuki Nakajima est à 1 minute 08 au dernier pointage.